Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue donc pour les vins. Alors du week-end, petit week-end tranquille, mais il y a eu foire au vin cette semaine, hein, ça a démarré un peu dans toutes les enseignes qu'on a été faire un tour. Et donc j'en ai profité pour finir de déguster les 2019 rentrées là au mois de juin et puis commencer là quelques bouteilles achetées en foire au vin sur 2020 justement pour goûter. Alors, avant d'attaquer les bouteilles, je vais juste refaire un petit point parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent et s'écrivent autour des fameux influenceurs du web. Donc moi, je suis un blogueur depuis presque 20 ans maintenant. Je voulais juste rappeler que l'alcool, c'est avec modération, bien entendu, que il faut, je dirais, être adulte, en tout cas avoir au-delà de 18 ans, c'est mieux, que l'alcool a un effet sur le cerveau. Je suis assez bien placé pour le savoir et on fait des études de biologie et que donc oui, je vous confirme qu'il faut en boire avec grande modération, que moi-même je crache, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois lorsque je déguste. Voilà, c'était juste un petit rappel qui me semble un peu important dans ces moments où effectivement, et je comprends pourquoi, on peut dire beaucoup de choses sur les blogueurs qui effectivement influencent un petit peu nos jeunes et pas forcément avec des valeurs ou des choses qui sont importantes. Moi, j'essaye de défendre le vin, son terroir, hein, c'est pas l'alcool qui m'intéresse dans le vin, c'est son histoire, son terroir, les hommes qui le font. Voilà, un petit peu un aspect culturel, si je puis dire, même si je ne fais que des comptes rendus de dégustation pour parler des vins. Mais je voulais faire cette petite mise au point qui me semble importante. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a raconté? On parlait d'hommes, justement. J'ai pu avoir un échange avec celui-ci. On dit souvent qu'un vin de terroir, c'est évidemment le sol, mais c'est aussi la culture au sens la vinification, la culture qui est faite de la vigne, et l'homme qui travaille ce sol et cette vigne. Et voilà, ici j'en ai pour moi une très belle illustration avec ce Meursault du domaine Buisson-Charles, et c'est la cuvée Les Tessons et c'est le millésime 2009. Alors pourquoi je trouve que ça illustre particulièrement mon propos du jour de vous raconter au-delà du vin, de l'alcool, enfin plutôt au-delà de l'alcool qui m'intéresse pas du tout, le vin, c'est que c'est évidemment on est ici sur 2009. 2009, pour rappel, voilà, ce millésime de canicule. Il a fait très chaud en 2009 et tout le monde disait oh là là, les vins blancs en Bourgogne, ils vont être tout mous, ils vont pas durer, c'est pas des vins de garde, etc. Bon, on est ici sur une appellation village. Les Tessons, un joli terroir, les Tessons à Meursault. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça confirme ce que moi, on va dire, je pressentais, ou en tout cas mon histoire de dégustation fait que moi je suis un fervent défenseur de ce que le millésime rattrape toujours, le terroir rattrape toujours le millésime justement. Et que finalement, même un millésime chaud, mûr, les grands terroirs finissent toujours par parler. Pour peu qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Et c'est là où je voulais en venir. Et ici, sur ces tessons, on est exactement dans ce cas-là. Voilà un vin qui a un nez, évidemment, très expressif, mûr, c'est sûr. On est au départ sur la poire William. Après, on a des petites notes de fruits jaunes qui montrent qu'effectivement, on est sur un millésime chaud, mûr. Puis ensuite, on a des notes assez surprenantes. D'amande au départ, d'amande douce. Puis tout d'un coup, on a des petites pointes comme ça qui arrivent presque de chlorophylle, je dirais. Hein. J'ai été très surpris, qu'amène d'ailleurs de la fraîcheur, c'est assez incroyable. Sur un fond crayeux à souhait, voilà, qui est très joli nez, plein, abouti, avec un côté très naturel. J'allais dire à nouveau, nature, on parlait de terroir et l'homme et sa façon de faire, pas la vinif, pas la méthodo de vinif des gens qui font des vins nature. Non, là, comme si voilà, il y a un côté très naturel dans ce vin en tout cas que moi je perçois, parce que beaucoup de fruits, parce que ce côté un peu crayeux du sol calcaire qu'on ressent, voilà. Après en bouche, on a tout de suite un vin voilà, ample,
voilà, ça attaque très ample, très belle matière, soyeuse, concentrée, voilà, avec un léger gras assez friand, avant que tout d'un coup n'arrive, au fur et à mesure qu'on met ça en bouche, ben, ça tout d'un coup ça devient oblong. Vous voyez ce que je veux dire? Ça gagne en longueur, ça gagne en finesse, ça devient jusque dans une finale élancée. Alors certes, il y a de la matière, c'est sûr, mais c'est reste élancé, droit, comme toujours les tessons. Hein. Les tessons, un vin plutôt droit, élancé, voilà, voire profond dans certains millésimes. Ici, non, on n'a pas non plus énormément de profondeur, mais par contre, on a une très jolie présence. C'est voilà, c'est là, il est beau, il est fin, il est droit sur cette finale. Et avec une très jolie persistance, on est toujours sur la poire William, et puis ces jolies notes. Alors on a une petite pointe de chèvrefeuille aussi qui arrive, hein, un peu tarte citron meringuée, le côté amande douce, le côté crayeux et une petite pointe de sésame. Alors là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu quand même l'élevage et la vinif chez Patrick, mais qui est toujours là, mais qui est très légère, qui vient souligner le vin, voilà, qui apporte aussi une toute petite touche d'amertume voilà, qui donne beaucoup d'élégance. Bref, un très joli tesson que ce 2009. Moi, je le trouve très abouti. Et moi, je pense que les jolis terroirs pour les gens en 2009, hein, les vignerons qui ont un peu réfléchi, qui ont laissé un peu qui ont été à maturité, qui n'ont pas coupé trop tôt, de peur d'avoir des vins mous, je sais pas quoi, qui manquent d'acidité. Bah oui, mais là, je pense que ça n'a pas été le cas chez Patrick. Hein. Généralement, c'est pas un coupe-tôt, Patrick. On va dire ça comme ça. Et je pense que ce qui fait la chose, c'est justement le côté plein et de la structure, la forme des tessons, qui a un vin droit et profond, qui vient rattraper ici avec le temps, au bout de 10 ans. Parce que je vous confirme que quand je l'ai ouvert, j'en avais plusieurs, donc je l'ai ouvert assez tôt aussi, enfin tôt, à 5-6 ans. Oui, on sentait moins ce côté droit, élancé de la finale. Là, on y est, on est donc 12 ans après, ce vin a 12 ans, je pense que il est arrivé à maturité, mais encore pour 5-6 ans, hein, si vous en avez, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir tout de suite, je pense qu'il va gagner encore en finesse et ce côté élancé dans les 5-6 années qui viennent. Et quand on a laissé le vin s'exprimer, ben oui, le terroir reprend le dessus. Et finit toujours par s'imposer au millésime, à la vinif, à ce qu'on veut, sauf quand évidemment, quand on coupe très tôt, bah oui, le raisin, il n'a pas été au bout, il est pas dans, je dirais, dans son état de plénitude, si je puis dire. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé de ce tesson, mais parce que je le trouve très joli et que je trouve très intéressant, ce fameux millésime 2009 dont tout le monde a dit « Ah, pas d'acidité, ça on ne gardera jamais ». Vous vous rendez compte, c'est un village, il a 12 ans et je vous dis, il est à peine au début de sa maturité. Donc non, le problème d'un très bon vin, c'est son équilibre. Et son équilibre, il n'est pas forcément dû à une acidité très prononcée sur un chardonnay ou quoi, ou qui ou qu'est-ce. Alors, par contre, évidemment, les amateurs de chardonnay vif, laser, voilà, qui aiment les vins qui accrochent, astringents, enfin bon bref, moi c'est pas ma cam. Moi je préfère les vins bien mûrs qui ont été récoltés, voilà, à une maturité optimum. Évidemment, c'est pas leur truc, ça je vous confirme. Enfin bon, allez, passons. Alors maintenant, arrivons, enfin passons, oui et non, on va reparler un peu millésime. Alors, j'ai été faire les foires au vin cette semaine, comme je disais. J'ai attrapé ça dans la foire au vin. Un château que j'aime bien, que je trouve souvent très réussi et qu'un prix qui est extrêmement abordable, le château La Louvière en Pessac-Léognan. Et c'est le millésime 2020. Je n'avais pas encore goûté de 2020 à Bordeaux, puisque moi je vais récupérer ma commande de primeur de 2020 au mois de mai prochain. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ben, il n'y a pas photo, on est quand même, avec ces 2020 à Bordeaux, un petit peu comme partout ailleurs en France de ce que j'ai goûté, avec des vins assez extrêmes. On a un nez, là, très expressif, limite opulent, hein, ça envoie dès le nez, avec du fruit noir, du cassis, de la prune. Ensuite, on a des notes assez, comment dire, marquées d'élevage encore présent, qui vire un peu presque vanillé caramel. Voilà, ça envoie sur un fond mocha balsamique. Alors, ça reste joli. Enfin, on sent qu'on est sur un millésime qui a de tout. Voilà, ça déborde un peu, hein, entre guillemets. On va retrouver ça en bouche, avec une bouche puissante pour un château La Louvière. D'habitude, un vin, on va dire,
Voilà, c'est plutôt, alors je ne pas un vin léger, mais enfin, c'est pas non plus un monstre bodybuildé, la Louvière, classiquement. Là, oui, bah oui, on a de la matière. Alors, elle est belle, elle est mûre, les tanins sont soyeux, il n'y a aucun problème, mais c'est un peu monobloc, pour le coup. Ça envoie, on est sur une bouche charpentée, voire robuste. Les tanins sont soyeux, mais grosse densité, gros volume, c'est ample tout de suite, ça prend la bouche. Et d'ailleurs, c'est presque un peu aussi, ça chauffe, hein, enfin ça chauffe dans la finale par exemple. Hein, on est à la limite, on est sur le fil du rasoir comme on dit, avec une finale puissante donc comme je disais, qui chauffe quand même un tout petit peu actuellement. Donc on sent un peu l'alcool parce que je pense que ça doit bien titrer 15 cette affaire-là. Ouais, ils annoncent 14, mais bon. Bon. Et oui, on sent que c'est un millésime assez extrême, comme un peu partout d'ailleurs en France. Hein, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire. Beaucoup de matière, beaucoup de maturité. Hein, c'est bien dense, c'est bien mûr, hein, je veux dire. Beaucoup de matière. Et alors l'acidité, par contre, autant en Bourgogne, souvent, on a quand même une jolie fraîcheur en finale. Bon, là, ça tient sur sa structure. Ça ne veut pas dire que pour autant, ce vin-là ne sera pas superbe enfin superbe, très très bon, dans 10 ans. Mais il lui faut au moins 10 ans, je peux vous dire, pour ça, moi, tel que je le ressens, hein, bien sûr, pour là, être dompté, tout ça doit être dompté dans la bouteille avec le vieillissement pour gagner en harmonie, en finesse. Et par contre, ça, moi, j'en suis assez persuadé. Je pense que c'est une belle promesse avec un vin qui sera très intéressant dans 10, 15, 20 ans. Voilà, il faut juste l'attendre, hein, il faut avoir le temps. Donc, ensuite, alors on a fait un exercice, du coup je m'étais dit tiens je vais ouvrir ça, puis je vais vous en ouvrir un autre que j'avais récupéré donc en primeur 2019 cette fois, au mois de mai, mais je n'ai pas eu l'occasion de le goûter encore, qui est un autre Pessac léonien, donc c'est pour ça que je trouvais ça rigolo, le château Malartic-la Gravière, qui est donc un grand classique de la maison, et donc en 2019. Alors, château que j'aime beaucoup, moi, Malartic. Et puis, 2019, pour moi, vraiment très grand millésime. Je veux dire que 18, 19, 20, de ce que je le vis aujourd'hui, pour moi, 19 est le plus grand des trois, avec une promesse magnifique. Et je vais vous dire, cette bouteille de Malartic me le confirme encore. Alors, un nez beaucoup plus discret. C'était intéressant d'ailleurs, du coup, de comparer, enfin, de les boire très rapprochés l'un l'autre. Un nez beaucoup plus discret, comme si le vin c'était quand même un peu refermé là, c'est 19, en tout cas chez Malartic, mais ce qui ne me surprendrait pas que le 19 se referme assez vite. Mais par contre, une très grande finesse au nez, même si on sent que c'est bien mûr, il y a tout ce qu'il faut, très grande finesse. Là, on est sur le cassis. Après, on évolue un peu plus fruits rouges d'ailleurs, framboise. On a des notes bourgeon de cassis, fraîche, végétale, hein, une petite pointe là, comme ça de bourgeon. Ah oui, on a une petite pointe de graphite hein, qu'allège dans la Louvière, j'ai oublié de le dire. Mais ici, on est plutôt bourgeon de cassis qui donne un petit côté frais végétal. Ensuite, on a les belles notes d'épices qui tournent très vite. Boîte à cigares, tabac, sur un fond, cette fois, alors oui, il y a un peu d'élevage, mais c'est léger, c'est très élégant, c'est bien intégré déjà d'entrée de jeu. C'est assez mocha avec un petit côté cacao parce qu'on a un petit côté d'amertume très classe. Bouche, c'est surtout là, bouche magnifique. Alors pour moi, hein, bouche magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a, pareil, on a une très jolie densité, mais cette fois, c'est beaucoup plus fin, c'est charpenté, il y a de la structure, c'est plein, c'est, voilà, très jolie densité de tanins soyeux, mais c'est droit, voilà, avec une fraîcheur qui donne du coup un côté acidulé, extrêmement friand en bouche, donc cassis acidulé, voilà, la mûre, ce genre de fruits, voire même peut-être un peu framboise par moment. Les notes, donc plutôt tabac, épices, boîte à cigares, tabac blond, la pointe là, bourgeon de cassis fraîche qui vient alléger, qui vient donner une petite note fraîche, végétale à cette bouche sur un fond mocha, mais mocha cacao, mais assez léger, bien intégré. On sent quand même beaucoup le fruit, hein. L'élevage n'écrase absolument pas l'ensemble. Belle finale, fraîche, élancée, qui reprend de la puissance, hein. Ça reprend un petit coup de peps là sur la finale, avec une longue persistance. Waouh! Moi, je pense que ça, par contre, pour le coup, c'est un très très beau vin, le Malartic 2019. Pareil, il faudra l'attendre 10, 15, 20 ans, mais c'est une très belle promesse, avec un côté probablement
plus aérien, plus léger, enfin plus léger, non, faut pas exagérer, c'est pas du tout léger, hein, mais plus aérien, plus délicat, plus fin, voilà, que les 2020, qui sont plus costauds, plus, voilà, qu'on voit un petit peu plus, en tout cas de ce que je ressens aujourd'hui. Et pour finir, ce soir, enfin non, ce soir, ce midi d'ailleurs, et puis on va la finir ce soir, parce que voilà, et je vous confirme qu'on crache voilà, le vin et qu'on n'en boit pas tant que ça. Donc, très joli vin que ce Sancerre. Donc, on est passé sur du Sancerre. Et c'est un Sancerre rouge du domaine Pinard. C'est la cuvée Charles-Louise. Et là, on revient sur des vins qui ont déjà bien leur temps. Hein. 2012, donc vin qui a 10 ans cette année. Pourquoi je l'ai rapporté de la cave? Alors, Charles-Louise, chez Vincent Pinard, c'est un pinot noir qui, effectivement, boit un peu d'élevage. Hein. Il a deux grandes cuvées. Il a son pinot noir tradition et puis il a deux grandes cuvées. Charles-Louise, d'un côté, qui est élevé en fût, voilà, un peu, j'allais dire, mode bourguignon. Et puis, vendange entière, qui, donc, n'est pas égrappé, donc, comme son nom l'indique, est en vendange entière. Alors, ce Charles-Louise. Bon, bah, très beau nez, là aujourd'hui, à arriver à maturité, on est sur la framboise, la mûre. Ensuite, on a les belles notes. Alors, au début, un peu bourgeon de cassis aussi, mais qui évolueront sous bois. Ensuite, des notes d'épices réglissées, très jolies, sur un fond très bien intégré, plutôt mocha, on va dire, mais vraiment très joli, bien intégré, voilà. Donc, oui, probablement dû à l'élevage, ça, il n'y a pas photo, mais... Pour moi, on est très classique, je dirais presque bourguignon. Voilà, moi je pense qu'en aveugle, j'aurais positionné ça en côte de nuit sans même me poser de questions. Belle bouche, très bien dessinée, tanin soyeux, c'est à la fois délicat et puissant, belle fraîcheur. On est du coup sur le fruit acidulé, la framboise, hein, on est beaucoup plus framboise, groseille en bouche. Avec ces jolies notes réglissées, hein, épices réglisse, la pointe de ronce de sous-bois, le fond très léger mocha, belle finale fraîche, tonique, avec une belle persistance sur le fruit, hein, la framboise et la groseille, les notes épicées réglisse, c'est très élégant, c'est même plus qu'élégant, c'est assez classe, c'est presque un peu hautain. Ah, on sent le pinot de noble origine, avec un bel élevage, c'est très joli. Et donc, je fais goûter ça à Sylvia, qui est en aveugle, en lui disant, ah, regarde, tiens, j'ai pas ouvert un Bourgogne, parce que c'est sur un plat où d'habitude on boit un Bourgogne. Et un peu, je lui dis rien, non, d'ailleurs, je lui dis, tiens, regarde, goûte ce pinot, etc., qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ah oui, c'est bon, etc. Et puis elle me regarde, elle me dit, mais c'est pas de la Bourgogne, ça. Donc déjà, je suis assez scotché. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, bah non, bah, c'est plus corsé. Voilà. Alors ça m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'elle ne positionnerait pas ce vin-là en Bourgogne parce que le vin est plus corsé. Alors après tout, pourquoi pas? Alors, en tout cas, ça vous donne une indication éventuellement sur ce vin. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!